Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. GM sécurise son approvisionnement en matières premières pour les batteries. Ford présente un F-150 Lightning spécial pour la police. BYD poursuit son expansion mondiale et une amélioration du programme de remboursement pour véhicules électriques arrive en Colombie-Britannique. Le PDG de Tesla laisse présumer qu'une Gigafactory pourrait voir le jour au Canada. De l'autre côté de l'Atlantique, Cédric nous parle du congédiement du PDG de Volkswagen et Laurent Gigon nous offre une nouvelle chronique Tesla. En grande entrevue en compagnie de Daniel Breton, nous comparons deux voitures de performance. Écoutez, il y a, grosso modo, à peu près 970 livres, presque 1000 livres de différence entre la Tesla et la BMW, évidemment en défaveur de la BMW, qui est beaucoup plus lourde. Tout ça et bien plus encore dans la 131e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En fait, premier épisode après la courte pause estivale. On vient de prendre un petit mois de congé, oui, un petit mois de congé en famille, où on a réintégré graduellement les studios Bass, les rénovations qui avaient eu lieu là, dans les mois précédents. Vous étiez au courant, on en avait parlé. Donc, on est en train de se réinstaller tranquillement, pas vite. Tout n'est pas encore parfait, mais ça s'en vient, je vous le dis, là, pas mal sur la coche, comme on dit en bon québécois. Écoutez, un été sous le signe du soleil, du beau temps. Moi, j'en ai profité pour faire de la route un peu. Vous le savez, on est allé entre autres aux îles de la Madeleine avec la tournée du relais électrique, le circuit électrique d'Hydro-Québec avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, on a fait un gros road trip. On est parti de la Rive-Sud de Montréal. On est allé jusqu'aux îles de la Madeleine, une dizaine de voitures électriques. On a d'ailleurs un épisode spécial où on va vous parler de bénévolat pour les gens de l'AVEQ. Donc, les gens qui sont bénévoles à l'AVEQ ont eu la chance de pouvoir faire un voyage comme celui-là dans le cadre du relais électrique. Là. Donc, je pense que c'est une des excellentes raisons pour devenir bénévole à l'AVEQ. Si vous avez une voiture électrique et vous aimez partager votre passion des voitures électriques, pas besoin d'être un grand expert, simplement connaître un peu votre voiture puis avoir l'intérêt d'en parler très simplement en donnant les bons, les moins bons côtés, ce que vous aimez de la voiture, puis répondre aux questions des gens qui hésitent souvent parce qu'ils connaissent pas ça, puis ils veulent avoir de l'information qui provient de quelqu'un d'autre que d'un vendeur là, pour se rassurer un peu sur la viabilité de tout ça. Puis je pense que maintenant, nous, on le sait, hein, on n'a plus vraiment de preuves à donner du fonctionnement des voitures électriques dans notre contexte ici. Ça va super bien, mais je pense que d'avoir des bénévoles qui en parlent ouvertement et sincèrement, c'est un gros facteur pour rassurer les gens. Donc, dans le cadre d'un événement de promotion comme ça, avec une dizaine de voitures électriques aux îles de la Madeleine, aller-retour, ça nous a permis de tester aussi, de voir les infrastructures de recharge, constater à quel point on est gâté ici au Québec. Évidemment, ça se fait relativement facilement d'aller aux îles de la Madeleine parce qu'il y a des bornes de rechange pas mal partout, mais on se rend compte que la densification est pas mal moins avancé dans les maritimes pour l'instant. Ça va changer, hein? Tout ça est en perpétuel mouvement, mais quand même, ça fut un agréable voyage. On a pu aussi constater qu'il y a des nouvelles voitures qui apparaissent sur nos routes. On commence à voir certains modèles qu'on ne voyait pas avant. Entre autres, les Ford Lightning, les Ford F-150 Lightning. On en a vu quand on est allé aux îles de la Madeleine, mais on en voit de plus en plus sur les routes. Ils commencent à être livrés. D'ailleurs, on va avoir un épisode là-dessus très bientôt. Restez aux aguets avec des gens qui en ont et puis qui ont commencé à l'utiliser là, vraiment dans un contexte de travail. Là. Donc, souvent, les gens pensent que on s'achète ça juste pour dire « Ah, on a un pick-up électrique ». Non, il y a des gens qui travaillent avec ça puis que ça leur prend un véhicule assez gros, assez fort. Puis les factures d'essence, par les temps qui courent, sont assez salées. Alors, pour eux, de passer d'un véhicule comme un F-150 à essence vers un véhicule électrique, ça fait une immense différence dans ce que ça va leur coûter mensuellement. Là, on se rend compte que le F-150 va se payer quand même assez rapidement avec les économies d'essence.
Maintenant, pour l'épisode d'aujourd'hui, écoutez, on a un épisode tout à fait haut en couleur. On va avoir la chronique Tesla avec Laurent Gigon. On va également parler, entre autres, du congédiement du PDG de Volkswagen avec notre ami Cédric Ingrand. Et en grande entrevue aujourd'hui, avec mon collègue Daniel Breton, on a fait une comparaison entre la Tesla Model 3 Performance et la BMW i4 M50, deux véhicules très performants qu'on a comparés là, à la fois dans le qualitatif que dans le quantitatif. Donc, on va tout vous parler de ça dans quelques instants. Mais sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. General Motors affirme avoir négocié des ententes pour sécuriser les matières premières requises pour produire ses batteries et établir une production annuelle nord-américaine d'1 million de véhicules électriques d'ici 2025. Cette confirmation est intervenue dans le cadre d'annonce des 2 accords d'approvisionnement en matières premières, entre autres avec la compagnie Livent pour l'hydroxyde de lithium. Le matériau qui proviendra d'Amérique du Sud sera utilisé dans les cathodes des cellules des futurs véhicules électriques utilisant les systèmes de batterie Ultium de GM. Ford présente le F-150 Lightning Pro SSV 2023, une version du pick-up électrique spécialement conçue pour la police. Ford poursuit sa tradition de véhicules pour la police, mais cette fois-ci, elle va passer au tout électrique. Ford a dévoilé le service spécial de F-150 Lightning Pro qui confirme que le pick-up électrique aux États-Unis va être conçu et adapté pour la police. Le F-150 Lightning est le premier pick-up tout électrique de Ford et il pourrait changer la donne dans l'adoption des véhicules électriques, en particulier aux États-Unis, où la série F demeure le champion des pick-up. La compagnie chinoise BYD poursuit son expansion mondiale en confirmant ses premières livraisons de véhicules électriques en Allemagne et en Suède au 4e trimestre de 2022. 10 jours après avoir annoncé son entrée sur le marché japonais, Build Your Dream, BYD, poursuit ses plans de mise en marché de véhicules électriques pour passagers en Allemagne et également en Suède. Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le groupe de concessionnaires européens Hedin Mobility, BYD prévoit livrer des véhicules électriques en Europe avant la fin de l'année. Le communiqué du ministère de l'Énergie et de l'Innovation du gouvernement de la Colombie-Britannique annonce une amélioration de son programme pour les véhicules électriques afin de les rendre plus abordables et plus accessibles. En effet, le remboursement en fait pour un véhicule électrique ou à pile à combustible passe de 3 000 à 4 000 $. Le rabais maximal pour les véhicules électriques hybrides ou rechargeables de gamme inférieure passe de 2 000 par rapport au programme précédent qui était de 1 500. Le ministère indique que l'admissibilité au rabais est basée sur les niveaux de revenus. Seuls les individus gagnant jusqu'à 80 000 $ ou un ménage ayant un revenu de 125 000 $ seront éligibles au rabais maximal. À mesure que les revenus des personnes ou des ménages augmentent, l'admissibilité du rabais diminue selon une échelle mobile jusqu'à ce qu'une personne ayant un revenu personnel supérieur à 100 000 $ ou les ménages ayant un revenu de 165 000 n'aient plus accès à ce rabais.
Il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour les fabricants de semi-remorques électriques dans la dernière version de la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 du gouvernement américain, jusqu'à 40 000 $ de rabais dans certains cas. La loi sur la réduction d'inflation, c'est incroyable que vous pouvez faire passer ce que vous pouvez faire passer si vous changez le nom d'un règlement, est un projet de loi de réconciliation qui a été provisoirement approuvé par les sénateurs démocrates Chuck Schumer et, le plus important encore, par le plus négatif des représentants démocrates, John Manchin. Le projet de loi comprend un libellé qui prévoit un crédit d'impôt pour les acheteurs de véhicules électriques ainsi qu'un programme qui vise à aider à la fois à réduire l'impact sur l'inflation rapide et les émissions de carbone en Amérique. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires de la société le 4 août dernier qu'une annonce concernant une prochaine Gigafactory pourrait être confirmée plus tard cette année. Lors de la réunion à la Gigafactory du Texas surnommée Cyber Roundup, le PDG a parlé en détail des usines d'assemblage de véhicules Tesla. Il a noté que Tesla a ouvert 2 nouvelles usines cette année, la Gigafactory Berlin-Brandenburg et la Gigafactory Texas, qui construisent toutes les deux des modèles Y. Cette année étant la seule installation de Tesla qui fabrique des modèles Y alimentés par les cellules de batterie 4680. La venue de futures usines de production était inévitable car Musk a répété pendant des années que Tesla construirait plusieurs gigafactories. Cependant, il n'est jamais entré dans les détails sur les emplacements pour ces fameuses gigafactories. On sait qu'il envisageait une 2e usine en Chine ou dans le nord-est des États-Unis, en Inde et plus récemment en Indonésie. Lors du Cyber Roundup, Elon Musk a déclaré qu'il pourrait annoncer la construction d'une nouvelle usine plus tard cette année. Et il a même dit que cette nouvelle usine pourrait être à différents endroits en Amérique du Nord. Il a suggéré un grand nombre d'endroits, dont le Canada. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Et nous retrouvons notre ami Cédric. Bien le bonjour, Monsieur Cédric. Comment ça va, Martin? Ça va merveilleusement bien. Reposé. Ce fut les vacances. Un peu courtes, mais quand même. Écoute, moi, je viens à peine je viens de rentrer, je viens à peine de poser mes valises. Ce matin, j'étais encore à la frontière italienne, à l'ombre du Mont Blanc. Et j'ai fait des trucs qui ne sont intéressants qu'avec une voiture électrique. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que je peux aller de la frontière italienne jusqu'à chez moi, c'est-à-dire juste à l'ouest de Paris, en faisant une seule recharge? J'y suis arrivé, même si moi, j'étais pas inquiet, mais madame regardait l'autonomie en disant, mais on va arriver à moins de 10%, t'es sûr que c'est sûr? Oui, on n'a pas tous la même gestion du stress lié à l'autonomie du véhicule. Ça vient avec la pratique. Oui, mais elle est canadienne. Pour elle, tomber en panne au milieu du trajet, ça veut dire tomber en panne dans le Saskatchewan. Donc, je comprends son angoisse. Mais non, ça s'est très bien passé. J'étais ravi. Tout à fait. Écoute, tu as plusieurs sujets à nous parler aujourd'hui, mon cher ami. Commençons par parler d'applications de navigation. Ah oui, ça, c'est un truc qui devrait n'arriver qu'en France, mais dans des applications que vous connaissez tous, toutes les applications de navigation, les Google Maps, Apple Maps, Waze, etc., ce que le législateur chez nous appelle les services numériques d'assistance au déplacement, il y a un décret qui vient de paraître en France, là, le 3 août dernier, qui va les obliger à rajouter une nouvelle fonction. En gros, une fonction d'information qui, selon le type de véhicule que vous utilisez, va vous donner pour chaque trajet le bilan carbone, mais pas seulement d'ailleurs, de votre déplacement. C'est-à-dire qu'on va vous donner, en gros, combien d'équivalent CO2 vous avez rejeté, mais aussi dioxyde de carbone, les particules, l'oxyde d'azote et le reste, avec même en plus un calcul compliqué parce que se rajoute aussi le bilan carbone et le bilan environnemental plus généralement de la production des sources d'énergie utilisées. Donc c'est quand même des bonnes grosses équations un peu compliquées. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les éditeurs s'y mettent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on va demander aux applications de vous donner plusieurs options de trajet. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour celles qui ne vous donnent pas d'options, parce que Waze, par exemple, te donne à chaque fois 2 ou 3 options différentes de trajet. D'autres peuvent le faire aussi. Il y en a qui ne le font pas du tout. Mais on va demander à ces applications de te donner des alternatives, par exemple, où tu puisses rouler moins vite. Par exemple, sur des portions de route où la vitesse maximum soit en dessous d'une centaine de km/h.
On attend de voir comment tout ça va être adopté et adapté, j'ai envie de dire, dans la réalité de ces applications. Mais c'est vrai que tout à coup, ça va aussi faire une large différence sur le bilan entre une voiture électrique et une voiture à moteur thermique. C'est-à-dire que l'algorithme ne se limitera pas à nous donner le trajet le plus court en temps ou en kilomètres, mais pourrait nous offrir le trajet le plus éco-responsable, quitte à ce que ça soit un peu plus long pour s'y rendre. Oui, c'est ça, en vous disant, regardez, si vous allez peut-être un peu moins vite, mais regardez la grosse différence que vous auriez en émissions de particules fines, etc., etc. C'est intéressant. Alors, évidemment, tout le monde va se plaindre en disant non, mais le calcul est faux. Parce que, enfin, je pense que, mais au moins, s'il y a une sorte de règle de 3, un peu d'équité, ça permettra aussi de faire des comparaisons. Et c'est intéressant. Ça fait partie de toutes les mesures qui sont en train d'être prises chez nous pour pousser à des mobilités plus propres, à la mobilité, on va le dire, électrique principalement, parce que pendant le même temps, toutes les subventions sur l'hybride rechargeable, à mon avis, vont pas passer l'hiver. Oui, c'est en déclin. Écoute, je me permets de faire un lien. Cédric, tu parlais de réduire les émissions puis d'avoir une conduite un peu plus éco-responsable. Une façon évidente de le faire, c'est de rouler moins vite. Et là, ça bouge par chez vous à ce sujet, c'est-à-dire que les réductions de la vitesse maximale est quelque chose qui plane dans l'air par les temps qui courent. Et oui, là aussi, alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a évidemment l'explosion du coût de l'énergie. Chez nous, le super samplon est à aux alentours de 2 € le litre. Ce qui fait un peu peur. Sur les autoroutes, ça a atteint ces mois derniers jusqu'à 2,50 €, donc c'est énorme. Tout a augmenté, que ce soit le gaz, l'essence, l'électricité aussi. J'ose pas te parler des tarifs de l'électricité parce que ça fait assez, ce qui va nous arriver dans les prochains mois va faire assez peur. Mais l'un des meilleurs moyens de faire des économies, c'est quand même de lever un petit peu le pied. Alors chez nous, la limitation sur les grandes routes, sur les autoroutes, c'est 130 d'ordinaire, 130 km/h. Et c'est vrai que lever le pied un peu et rouler à 110 fait une large différence. Alors là, j'imagine pas, je sais, tant qu'on soit dans une voiture à moteur thermique, mais alors dans une électrique, on sait, ça fait une énorme différence. C'est-à-dire qu'il y a presque une échelle logarithmique de différence de consommation entre 100, 110, 120 et 130. Et alors du coup, tout ça se passe sur un fond, je te fais grâce des conditions politiques en France en ce moment, mais il y a eu des élections législatives récemment. Emmanuel Macron, qui a bien été réélu président, n'a pas une vraie grosse majorité absolue à l'Assemblée nationale. Du coup, ça force à transiger et à écouter certaines propositions venant d'ailleurs. Donc voilà, les écologistes voudraient faire passer la vitesse maximum à 110. Il n'est pas exclu que le gouvernement ait une réponse à ça en imaginant peut-être une limitation revenue à 120 km/h. Évidemment, tout ça sur fond de crise énergétique et de guerre en Ukraine. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle parce que toutes les voitures électriques vont soudain gagner en autonomie sur l'autoroute. C'est intéressant parce que je connais des gens qui, avec des voitures électriques, conduisent toujours à la vitesse limite, normalement, par exemple 130, et qui, quand ils se mettent à lever le pied, voient la différence massive que ça fait à l'arrivée. Moi, j'en suis à conduire presque systématiquement 10 à 15 km/h en dessous de la limite. Et c'est ça qui me permet, par exemple, de revenir du Mont Blanc en ne faisant qu'une recharge. Donc voilà, là aussi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose autant que prendront les trajets, parce que les vitesses maximum sont ce qu'elles sont, mais dès que tu fais des pauses, ta vitesse moyenne change massivement. Mais voilà, je pense que là aussi, c'est au service d'une meilleure prise de conscience, j'ai envie de dire, de l'automobiliste qui roule en thermique ou demain en électrique. Sur un tableau tout à fait différent, Cédric, certains auraient vu une Rolls-Royce circuler incognito, mais elle aurait été reconnue. C'est la rumeur qui court, c'est plus qu'une rumeur. Sur les routes de la Côte d'Azur, en ce moment, se promènerait ce qui sera la première Rolls-Royce 100% électrique. Alors c'est intéressant parce que ça reste une marque anglaise, donc on a toujours des références à la James Bond. Elle va s'appeler Spectre. Elle n'est pas attendue pour tout de suite. Je crois qu'elle n'arrivera qu'à la fin de l'année prochaine, si mes infos sont les bonnes. Donc c'est normal, le constructeur teste ses prototypes.
C'est un prototype qui, selon les photos qu'on a, parce qu'il y a eu des photos de presse quand même, ressemble pas du tout à une Rolls-Royce. Enfin, tu vois, c'est un prototype camouflé, on dirait une drôle de voiture, comme une grosse berline noire, avec plein de mots peints dessus. Et sur la calandre, il y a marqué does not exist, ce que j'aime bien beaucoup, ce que j'aime beaucoup. Mais ce qui est intéressant, moi, je serais évidemment absolument, ça me passionnerait d'aller l'essayer quand ce sera possible, parce qu'évidemment, la grande réputation de Rolls-Royce, c'est le confort, le silence. On imagine le silence dans une électrique. Ce qui sera intéressant, ce sera de voir si on aura le droit vraiment à la vraie fiche technique complète du véhicule quand il sortira. Parce que là aussi, Rolls-Royce ne vend pas une fiche technique. La fameuse question d'un acheteur au concessionnaire Rolls, c'est une vieille histoire, qui dit mais quel est le couple du moteur? Et la réponse était il est suffisant, monsieur. Donc je ne sais pas si on aura des infos précises. Je pense qu'il y aura évidemment des infos sur l'autonomie parce que ça doit être là aussi une vraie grosse promesse. Mais voilà, le constructeur communique un peu en expliquant que par exemple son CX, son coefficient aérodynamique est meilleur que prévu à 0,25. Donc ce sera la plus aérodynamique de l'histoire de toutes les Rolls-Royce. Évidemment là aussi, eux, ils n'ont pas besoin de faire des gros compromis sur la taille du véhicule et son poids. Ça a toujours été des grosses voitures bien lourdes. Et sur la taille des portes, parce que si j'ai bien compris, c'est une 3 portes. Donc c'est un coupé. Alors un coupé pour Rolls-Royce, ça reste quand même une énorme voiture. Bon, on n'a pas trop d'infos sur le prix, mais à la limite, c'est pas très grave parce que ni toi ni moi n'allons l'acheter. Si on a juste l'opportunité de l'essayer, je t'invite. Ça sera avec le plus grand des plaisirs, Cédric. Et je m'en voudrais de terminer cette chronique sans t'entendre à propos du sort qui a été réservé au PDG de Volkswagen. Le pauvre Herbert Diess, l'Autrichien, qui était à la tête de Volkswagen depuis 4 ans et qui vient, alors sur le papier, si tu lis les communiqués de presse, on te dit que tout ça est un départ décidé d'un commun accord. Ouais. D'un commun accord avec quand même l'empreinte de la semelle sur le fond du pantalon. Ouais. Parce que il est parti en vacances, hein, il a mis un message à tous ses employés sur LinkedIn en disant oui, c'est important, reposez-vous, on se voit à la rentrée. Eh ben non, il n'y a pas de on se voit à la rentrée. Il a été viré. Alors, c'est pas tant pour ses choix stratégiques, parce que c'est quand même Herbert Diess qui restera à la fois le premier patron de l'ère post-Dieselgate. Lui, il est arrivé juste au moment où l'affaire était révélée. Et puis aussi celui du virage vers l'électrique, un virage presque militant de sa part, parce qu'il en parlait absolument constamment. Il expliquait qu'en gros, le seul futur de Volkswagen, c'était vraiment l'électrique. Apparemment, le problème, c'est pas tellement de ce côté-là. Le problème est surtout à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que tout ça n'était pas bien vécu par certains employés, par les syndicats, par tout ça, qui ont au final réussi à avoir sa tête pour le faire remplacer par quelqu'un d'un peu moins révolutionnaire, qui était jusque-là le patron de Porsche. Qui s'appelle Oliver Blume, comme les fleurs, qui lui aussi alors est un pur produit Volkswagen. Ça fait presque 30 ans qu'il y travaille, mais voilà, c'est dommage que Herbert Diess paye certains paris stratégiques. Il avait pris la tête de la filiale logicielle qui s'appelle Cariad, c'est ça, qui promettait beaucoup en termes de conduite autonome, etc. Enfin, il avait bien compris que le futur de l'automobile, quand on est un géant, c'est de prendre son futur en main, en gros, et d'arriver à maîtriser autant de maillons de la chaîne technologique que possible. Ça, on n'a pas eu le temps de voir le pari se vérifier. Donc voilà, c'est à la fois un peu triste et passionnant, parce qu'on va voir si le nouveau patron, si le nouveau CEO arrive avec une nouvelle stratégie dans ses valises, mais pour un groupe qui n'a plus d'autre choix que la réussite, j'ai envie de dire, parce que le temps presse. Le temps presse pour eux, comme pour bien d'autres manufacturiers traditionnels d'ailleurs. Mon cher Cédric, ce fut encore une fois un plaisir et on se reparle très bientôt pour la suite de tout ça. Avec très grand plaisir. À bientôt. Merci. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet
Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Bonjour tout le monde, ici Daniel Breton en compagnie de Martin Archambault et de Méo, l'essayeur officiel de voitures électriques, le chien qui a essayé le plus de véhicules électriques au monde, je Probablement. Indéniablement, je dirais. C'est ça. Et on est ici ce matin à la présentation parce qu'on a passé une partie de la matinée, parce qu'on se lève tôt, n'est-ce pas? Oui. Tout le temps tôt, nous autres. Tout le temps tôt. Pas juste pour les autos. Pas juste pour les autos, exactement. Fait qu'on s'est levé tôt pour aller faire des essais de la Tesla Model 3 Performance versus la BMW i4 M50. Deux véhicules 100% électriques de performance. On va commencer par mettre la table sur ce que sont ces véhicules. On parle évidemment, comme je disais, de véhicules de performance. Prix de départ de la BMW i4 M50, 80 000 grosso modo. Ouais. Celui de la Tesla Model 3 Performance, 84 000 donc 4 000 de plus comme prix de départ. Les prix ont augmenté chez Tesla, il faut dire. Hein? Depuis 7-8 mois, je pense que ma voiture que j'ai achetée en décembre, le prix a augmenté de presque 10 000 ce qui n'est pas rien. Tu sais. Donc, évidemment, la Tesla Model 3 Performance, à moins de prendre ce qu'on appelle le Full Self-Driving, il n'y a à peu près pas d'options, hormis les couleurs. La BMW i4, il y a évidemment plus d'options. Oui, beaucoup de choix. Oui, c'est ça. Batterie, on parle d'une batterie de 82 kWh officiellement pour BMW. Tesla, on parle de 82 kWh, mais tout ça n'est que pure spéculation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Tesla donne très peu d'informations, voire pas du tout sur ces éléments-là. Oui, exactement. Donc, c'est à faire des tests, des gens qui font des tests sur les véhicules qui estiment l'autonomie réelle utilisable. C'est ça. Il parle de 82 kWh pour le Tesla, dont 76 kWh utilisables, mais qui sait? Puissance, on parle pour la BMW de façon officielle et non pas sur le site canadien, mais sur le site américain, de 536 chevaux et 586 livres-pieds de couple. Ce qui est impressionnant. Pour la Tesla, ben là, j'ai entendu à peu près 14 versions différentes. Il y a un type qui a fait des tests sur rouleau qui disait qu'on était à 522 chevaux et 650 livres-pieds de couple, ce qui est aussi très impressionnant. Le poids, ça, pour moi... Ouais. C'est là qu'il y a une grosse différence. C'est là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on parle de 2276 kg pour la BMW, 1836 kg pour la Tesla. Donc, écoutez, il y a, grosso modo, à peu près 970 livres, presque 1000 livres de différence entre la Tesla et la BMW, évidemment en défaveur de la BMW, qui est beaucoup plus lourde. Oui, tout à fait. Si on fait le tour, suivez-nous, vous allez voir qu'au niveau format, les deux véhicules se ressemblent. C'est-à-dire qu'on les a mis côte à côte. Puis là, si on va à l'arrière, ben, les deux voitures sont pas mal alignées à 1 ou 2 pouces près. On est vraiment proche. Quand on regarde la hauteur du toit, tu sais, ça se ressemble peut-être un petit peu plus haut pour la BMW, mais tu sais, un chouïa. Si on regarde la largeur des véhicules, vous allez voir, la largeur des véhicules, celle-là est plus large. Ouais, la BMW est un peu plus large que la Tesla Model 3. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on regarde la longueur de la BMW, c'est que là où on a beaucoup de pertes, à mon avis, ou de gaspillage d'espace, c'est que la BMW i4 a été conçue pour être un véhicule à essence initialement.
Ce qui fait qu'on a un grand nez qui, pour un véhicule électrique, ça ne sert pas à grand-chose. Non, effectivement. Puis quand on compare les deux véhicules un à côté de l'autre, tu disais tantôt même longueur, mais on se rend compte que si on se met de côté, le pare-brise de la Tesla est beaucoup plus en avant parce qu'il n'y a pas de nez. Donc, dans le fond, ils vont pas avoir la même longueur. L'espace utilisable dans les véhicules est forcément pas la même. Exactement. Donc, ce que ça fait, par exemple, on a calculé la longueur des pare-brises. Donc, ce qu'on peut voir dehors. Tu as un pare-brise d'à peu près 24 pouces pour la BMW i4, d'à peu près 33 pouces. Ouais. Presque un pied de plus pour la Tesla Model 3. Et ça paraît pas juste de l'extérieur. De l'intérieur, on voit une grande différence dans la visibilité. La Tesla a vraiment une meilleure visibilité. Ah oui, ça se compare pas, là. Moi, je pense que une des voitures que j'avais essayées il y a plusieurs années où tu avais l'impression d'être assis dans le fond d'un bain, c'était la Camaro. Celle-là, quand tu compares ça à une Tesla Model 3, la Tesla Model 3 a une visibilité très, très, très panoramique, alors que la i4 est vraiment assis plus bas. Tu vois moins bien, le nez est long. Fait que c'est sûr que la visibilité est moins bonne. Ouais. Espace intérieur, en avant, évidemment, les sièges de la BMW i4, à mon avis, sont plus enveloppants, sont de meilleure qualité. Ceux de la Tesla Model 3 sont confortables aussi, mais on sent qu'ils sont moins sophistiqués que ceux de la BMW. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. En fait, tu sais, c'est un peu, je te dirais, une impression générale en ce qui a trait au confort de la BMW. On reconnaît finition allemande, bien faite, bien soutenue. Ouais. Ceci dit, on n'est pas en train de dire que la Tesla n'est pas confortable et que la BM, les deux sont très confortables, mais si on avait évidemment à mettre, en tout cas pour ma part, je donnerais un petit plus à la BM pour le confort. Oui, à l'avant. Oui, à l'avant, important, parce que l'arrière, c'est autre chose. Parce qu'à l'arrière, tu sais, on s'entend là, que lui et moi, on ne mesure pas 6 pieds 2, là. Puis assis en arrière de la BMW, on avait tous les deux la tête à côté de notre plafond. Moins d'espace pour les jambes, moins de visibilité, donc tu as l'impression que c'est un peu plus claustrophobisant, on va dire. Là. Qu'est-ce que tu dirais? Puis moi qui touche au plafond, ça veut dire que la très grande majorité des gens qui m'entourent n'entrent pas dans l'arrière, ou en tout cas, seront vraiment pas confortables. Oui, exactement. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau confort pour les passagers arrière, c'est tu sais, la Tesla Model 3 n'a pas de record de confort à l'arrière. Là. C'est juste que la i4 est vraiment pas très bonne. Non, on va dire ça de même. Là, on parle pas là, de un qui est super confortable. Non. C'est juste que la Model 3 est passable, l'autre, moyen. Oui, c'est ça. On va dire ça de même. Okay? Ça peut être un game changer pour quelqu'un, par exemple, qui envisage cette voiture-là puis qui a deux grands ados. Descendre en Floride avec deux grands ados assis là, ça pourrait être déplaisant longtemps. Oui, effectivement. Là, ce matin, on est allé sur piste fermée, puis on a fait test d'accélération. Puis là, on a fait de 0 à km/h. Et, mais bref, ce qu'on a vu, c'est qu'on sent la différence de poids. Donc, la Tesla Model 3 a un chouïa d'avantage sur la BMW i4 M50. Es-tu d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord. On l'a vu sur les tests d'accélération. C'est pas majeur. T'sais, on peut pas dire que la Tesla a mangé sur l'accélération la BMW, mais je pense que le poids de la BMW lui nuit une petite bite. Oui, surtout au départ. Oui. Surtout au départ. Pour ce qui est du freinage, on a fait un test de freinage 100 km/h 0. Écoutez, les résultats, c'était quasiment identique. Oui. En fait, on n'a pas perçu de différence vraiment. On n'a pas perçu de différence. On s'est promené dans les routes en courbe de la Montérégie. Bon, écoutez, on n'est pas dans les Laurentides ou dans les Alpes, loin de là. Mais on sent, évidemment, l'agilité de la Tesla Model 3 qui a le dessus sur celui de la BMW i4 M50 à cause du poids, je pense, là, parce que en prenant les mêmes courbes à même vitesse, on sentait que les pneus forçaient plus. Oui. Même on était à la limite de crier un petit peu sur les pneus de la BMW, alors que sur la Tesla, c'était en toute douceur. Je pense que tu as utilisé le terme agilité, je pense que c'est exactement le bon terme. Les deux le font, mais il y en a une que tu sens que c'est plus facile. Si, mettons, moi, je fais de la gymnastique à côté d'un athlète, on va sentir à côté des enfants François Villot. Oui, c'est ça. Je suis capable, mais ils sont plus agiles que moi, c'est clair. C'est ça. Puis une chose aussi qui m'a frappé lorsqu'on a fait le test d'accélération, c'est à quel point la Tesla Model 3 est plus stable en accélération que la BMW i4 M50. On la sentait un peu plus,
pas louvoyer, je dirais pas jusqu'à dire louvoyer, mais on la sentait un peu moins à l'aise. Il y avait un peu de pression latérale, on sentait que le véhicule bougeait une petite bite, alors que la Tesla était hyper stable. Ça, effectivement, on l'a remarqué tous les deux. Fait que bref, moi, à date, ce que je vois, c'est que la Tesla Model 3 Performance est un petit peu plus intéressante, mais à date, je peux pas dire que wow pour un puis bof pour l'autre. Ce sont deux véhicules impressionnants. Oui, qui ont des forces et des faiblesses un peu différentes. Je pense qu'en fonction de ce qu'on recherche dans un véhicule, si on veut plus d'agilité, de feeling technologique, ben on va peut-être plus pencher pour la Tesla. Si on veut plus du confort, être un peu plus dans quelque chose de connu en termes de véhicule. La BMW i4 est plus silencieuse. Oui. Fait que ça peut faire partie de l'équation. Quand on parle d'espace cargo, écoutez, l'espace cargo est tellement configuré différemment que c'est un peu difficile de dire lequel a l'avantage parce que la BMW i4 M50 a un haillon. Oui, ce qui est un point positif. Ce qui est un point très positif par rapport à la la Tesla Model 3 Performance. Cela dit, il y a un frunk dans la Tesla Model 3 qu'il n'y a pas dans la BMW, ce qui est quand même incroyable quand on regarde la longueur du nez. Puis, tu as le sous-coffre dans la Tesla Model 3 Performance qui est 2 fois plus grand que dans la BMW i4 M50. Fait que, tu sais, si tu as besoin de transporter des objets assez gros, évidemment, tu es avantagé avec la voiture qui a un haillon. Mais si tu as besoin de transporter plus d'objets, tu es avantagé par rapport à la Tesla Model 3. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ce qui renforce encore ce qu'on dit, 2 excellentes voitures, mais avec des forces différentes en fonction de ce qu'on a de besoin. Fait que, écoutez, ça, c'est nos premières impressions. Tout à l'heure, on va aller prendre la route. On va voir, on va parler de consommation. Parce que là, l'autonomie officielle de ces véhicules-là, celle-ci, c'est 507 km. La Tesla. La BMW i4 M50, ça dépend des pneus. C'est-à-dire que si tu as les pneus de 19 pouces, c'est 435 km. Et si tu as les pneus de 20 pouces, si mon souvenir est bon, c'est 365 km. Donc, il y a quand même une différence considérable. Celle-ci est chaussée de pneus de 19 pouces. Donc, on va voir si on est proche de l'autonomie affichée. En général, BMW est plus conservateur. Tesla est trop optimiste. On va voir si dans la vraie vie, ça se ressemble. Puis on va voir aussi l'efficacité, kilowattheure par 100 km, ce que ça donne. Tout à fait. Fait que là, on embarque dans les bagnoles pour on fait de la route. Exactement. Fait qu'on se voit plus tard. Bonjour tout le monde, on est à la fin de notre essai. D'ailleurs, on vient d'aller porter la BMW chez BMW Laval. Avec un brin de tristesse. Avec un brin de tristesse, n'est-ce pas? Une voiture qu'on a beaucoup aimée. Oui, c'est vraiment une superbe bagnole. Je veux dire, on s'attendait à quelque chose de bien fait, de luxueux. On ne s'est pas trompé là-dessus toute la ligne. Moi, en fait, je dirais que parmi les constructeurs traditionnels, c'est probablement la voiture électrique la plus intéressante que j'ai essayée à date. Effectivement, si on met de côté là, les véhicules qui ont été... la structure de véhicules construits uniquement pour l'électrique, de l'adaptation de voitures à essence en voiture électrique, dans mon cas, c'est nettement la top. Exactement. Quelques petits détails. On a fait notre test de consommation. Étonnamment, la BMW, dans le parcours qu'on a fait, là, qui est un parcours un peu dans la circulation entre la présentation et Laval, on a eu 17 kWh pour la BMW, 17,5 kWh pour la Tesla Model 3. Au 100, oui, effectivement. En roulant à peu près 100 km/h. Ben, on roulait à la même vitesse, on se suivait. Moi, j'étais sur le cruise adaptatif derrière toi, fait que je te suivais. C'est ça. Puis on avait un peu de circulation, mais c'est pas trop mal. La climatisation est à 20 degrés dans les deux. Exactement. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que on sent vraiment que l'autonomie affichée de la BMW est beaucoup plus pessimiste et celle de l'autonomie de la Tesla beaucoup plus optimiste. Moi, je m'attends dans les conditions réelles, OK? Puis là, on avait la voiture avec les pneus de 19 pouces, qui a une autonomie officielle de 435 km, versus la Tesla qui a une autonomie officielle de 507. Moi, je m'attends à une autonomie à peu près similaire. Ouais. Dans le sens que de dire qu'il va y avoir entre 70 et 110 km d'autonomie, de différence entre les deux, je n'y crois pas un instant. Moi, je pense que les deux... D'ailleurs, la batterie est du même format. Fait que c'est quand même impressionnant considérant que le véhicule a presque 1000 livres beaucoup plus lourd. Moi aussi, j'ai été impressionné par la consommation compte tenu de son poids. Je me suis entendu après. Exactement. Donc ça, c'est bien. La conduite assistée,
Clairement, la Tesla est en avant. La Tesla, on va se le dire, est en avant de pas mal tout. Mais même si on regarde les autres véhicules électriques qui ont de la conduite assistée, que ce soit la Nissan Leaf, les Kona, etc., on s'attend à ce que ça soit moi. Moi, je m'attendais à quelque chose d'entre les deux pour la BM. Non, je te dirais même qu'à la limite, la conduite assistée d'une Leaf est mieux que ça. Ouais. Donc, c'est un peu décevant sur cet aspect-là. Oui, vraiment. Ensuite de ça, la conduite à une pédale. Bon, évidemment, la conduite à une pédale avec la Tesla, ça va très bien. Avec la BMW, je trouve ça un peu ordinaire. C'est-à-dire, soit que tu n'as à peu près pas de conduite à une pédale ou presque peu de régénération freinage quand tu le mets en mode D. Puis quand tu le mets en mode B, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Fait que ça, je trouve ça un peu plate. L'interface, moi, je dirais que pour moi, l'interface d'une Tesla versus la BMW, c'est deux bonnes interfaces extrêmement différentes. Je dirais pas qu'il y en a effectivement, moi, j'ai pas de Tesla personnellement, donc je vis pas au quotidien avec l'interface de la Tesla. Par contre, j'ai trouvé l'interface de la BM vraiment bien faite, facile. Tu sais, je connaissais pas le véhicule. La seule chose que j'ai cherché longtemps, c'est aller voir le kilométrage qu'avait le véhicule. Par défaut, il reste pas à l'écran, puis on le cherchait dans les menus. Ouais. C'est peut-être une petite lacune, c'est une donnée de base, mais sinon, se promener dans l'infodivertissement, aller chercher des fonctionnalités. Super facile, intuitif, on fait glisser des pages à l'écran. Vraiment. Ça, vraiment, ça a été très bien. Exactement. Évidemment, il y a 2 points où la BMW a un problème. En fait, il y en a 3. La disponibilité. C'est-à-dire qu'avoir une Tesla Model 3 Performance, c'est beaucoup plus rapide. C'est une question de quelques mois, au plus. Moi, la mienne, je l'ai eue en dedans d'un mois et demi. OK? La BMW i4 M50, on parle d'un an et demi. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Évidemment, il y a le réseau de recharge. Moi qui voyage beaucoup en voiture électrique, puis j'essaie toutes sortes de voitures électriques, le réseau de Supercharger, les gens vont vous dire ce qu'ils veulent, OK? Parce qu'il y en a qui disent oui, mais ça recharge plus rapidement. Non. La réalité, là, c'est que quand tu prends les conditions été et conditions hiver, le réseau de Supercharger, encore à ce jour, est inégalé parce qu'il y en a beaucoup. Nous, quand on est allé en Caroline du Nord, écoute, c'est pas compliqué, tous les 30 km, tu avais à peu près 12 bornes Tesla sur le bord d'autoroute. C'est vraiment une coche, voire 2 coches au-dessus. Et ça, c'est sans parler des autres réseaux qui sont pas tous fiables. Non, tout à fait. C'est inégal. Et surtout que quand tu quittes le Québec en plus et que tu tombes avec une multitude de réseaux peu densifiés, pas très fiables, là, des fois c'est un peu... Oui, puis une bande, 2 bandes, puis il y en a une qui marche pas. Mais en même temps, si on est honnête, Daniel, c'est pas un problème de la BM, c'est un problème de tout véhicule qui n'est pas une Tesla. C'est ça, là, exactement. Hein? C'est ça. Exactement. Et là, il y a une chose, écoute, on a regardé ça tout à l'heure, le rappel. Oui, il y a un rappel sur ce véhicule-là qui vient d'être annoncé. Les batteries, encore une fois. Puis là, qui disent aux gens qui ont des BMW iX et des BMW i4 d'arrêter de conduire leur voiture carrément. Ah, on appelle ça ne pas y aller avec le dos de la main morte. Hein? Et tabarnouche. Donc, ça, c'est sûr que c'est matière à réflexion. Bon, j'ose espérer que la situation va se régler rapidement, là, mais c'est quand même une chose qui est étonnante. Dans la note de rappel, il parle que le rappel se fait rapidement et simplement, mais ça reste que ça touche la batterie. Puis ce qui est dommage de ça, c'est que ça vient toucher aussi une fibre sensible imaginaire du Québécois qui ne connaît pas beaucoup la voiture électrique, qui a une perception qu'avec les batteries, c'est un enjeu, alors que c'est très, très ciblé sur certains véhicules, et je dirais même sur certains fabricants de batteries à la limite. Hein, c'est même pas le véhicule dans bien des cas, c'est le fabricant de la batterie. Ça reste que ça donne pas bonne presse. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Non. On s'entend-tu, comme tu disais, là, ils vont pas être le dos de la même marque. C'est quand même majeur. Donc, on sait pas combien de temps ça va durer. Cela dit, faisons abstraction du rappel de la batterie. C'est dur d'en faire abstraction, mais faisons-le. C'est un véhicule extrêmement intéressant. Là, on va voir les développements au cours des prochains jours, des prochaines semaines. En quoi va consister le rappel? Puis, évidemment, il n'y a pas autant de BMW iX et i4 sur les routes qu'il y a de Chevrolet Bolt. Tout à fait. Ça va être plus vite, ça va aller plus vite faire le tour. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Fait que bref, super bonne voiture, vraiment intéressante. Méo, on pense quoi? Méo, qui n'a dit mot consent, il est d'accord avec nous. Il semble d'accord. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment intéressant. Oui, puis quelqu'un qui va avoir une voiture performante,
qui veut avoir de l'agrément de conduite, puis qui est habitué avec une BM, puis qui veut garder... C'est un peu plus traditionnel. Ouais, je pense que ça peut venir répondre à un besoin, un peu comme la Porsche aussi, Taycan, va répondre à un besoin de quelqu'un qui est habitué avec ce type de voiture-là. Ça reste qu'après ça, c'est une question de choix, mais une chose est sûre, dans mon cas, il n'y a pas de grands gagnants et de grands perdants. La BM, mieux sur certains points, la Tesla, meilleure sur d'autres points, mais somme toute, c'est deux excellentes voitures. Vraiment, d'accord avec toi. Puis là, comme c'est l'été, on va aller profiter un peu de l'été. Bye bye. Bye tout le monde. Daniel, j'en profite pendant que tu es là pour te poser une petite question. Mobilité électrique Canada, ces derniers jours, vous êtes en train de débuter une consultation pour un projet très important. J'aimerais ça que tu nous en parles. En fait, c'est pas Mobilité électrique Canada qui commence la consultation, c'est le gouvernement canadien qui fait une consultation pour la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre de la flotte de véhicules légers, plus la loi zéro émission fédérale qui est annoncée. Donc, il y a eu une première consultation cette semaine. Évidemment, j'étais là au nom de Mobilité électrique Canada. Il y avait des représentants des constructeurs automobiles et des groupes environnementaux, je dirais. Et il est supposé avoir des rencontres à peu près à tous les mois jusqu'à temps que le gouvernement se décide à savoir quel type de réglementation, quel type de loi zéro émission il va y avoir. Là, évidemment, la plupart des constructeurs, pas tous, mais la plupart, s'opposent à la loi zéro émission. Je pense qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont perdu cette bataille-là, mais évidemment, ils vont tout faire pour que la loi zéro émission soit aussi tard et diluée que possible. On va dire les choses comme ça, là. Et tu sais, puis on va dire les vraies choses, c'est qu'on a au Canada, ou comme dans le monde, il y a des leaders. Les constructeurs coréens sont des leaders. La vérité, c'est que les constructeurs japonais sont de plus en plus ceux qui traînent la patte. Donc, ça va donner lieu à des discussions extrêmement intéressantes. OK. Et quels sont, dans le mindset de Mobilité électrique Canada, là, dans les meilleurs scénarios, on devrait avoir quoi comme résultat en bout de piste de ça, puis à quelle échéance? Nous, on demande à ce que la loi zéro émission entre en vigueur au plus tard en 2024. C'est 2023-2024. Le premier objectif, c'est 20% de vente en 2026, 60% en 2030, 100% en 2035. Puis nous, on veut s'assurer que le gouvernement canadien apprenne des expériences de la Californie et du Québec, là, où on se retrouve avec une accumulation de crédits qui fait en sorte que les constructeurs, aujourd'hui... On pas à se forcer. On pas à se forcer. Écoute, si tu regardes l'objectif du Québec pour 2024, on est en bas de 10% d'exigence de vente. Puis on est déjà à 12,7% de ventes réelles pour le premier trimestre 2022, ce qui veut dire qu'ils pourraient ne pas en vendre cette année, puis ils atteindraient leurs objectifs. Donc, il n'y a pas de pression pour fournir des véhicules au Québec, il n'y a pas de pression pour fournir des véhicules en Californie. La Colombie-Britannique, eux autres, ils ont mis la barre plus haute, à 90% en 2030. Puis il y a aussi les enjeux régionaux pour s'assurer que les véhicules électriques vont être disponibles dans toutes les régions du Canada, pas juste au Québec, en Colombie-Britannique, puis en Ontario. Tu sais, les 4 provinces de l'Atlantique qui se forcent parce qu'ils ont mis en place des rabais. Écoute, il y a une histoire épouvantable là, qui se passe, on nous racontait ça. C'est qu'il y a des gens qui veulent s'acheter des voitures électriques qui ne sont pas disponibles sur leur territoire, sont obligés d'aller au Québec, en Ontario et même en Colombie-Britannique pour aller les acheter. Et là, les subventions... Et là, les véhicules ne venant pas de la province... Ils sont pas admissibles au rabais. Ouais. Ce qui est quand même pas mal ridicule quand tu penses à ça. Ouais. Ben alors, je sais pas votre bon travail, Daniel, puis on va suivre ça de près. Parfait. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire.
Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Les ventes et les revenus de Tesla ont augmenté considérablement au deuxième trimestre 2022, malgré la pénurie de composants et de matériaux. Tesla a vendu 27% de plus de véhicules qu'au deuxième trimestre de l'année précédente et a vu ses revenus nets augmenter de 98%, donc quasiment 2 fois plus. À titre de comparaison, GM a connu une baisse de 19% de ses ventes et a subi une chute de 40% de ses revenus par rapport à la même période en 2021. Sur le marché nord-américain, Tesla détient maintenant 3% des ventes totales de véhicules, toutes catégories confondues, donc incluant les véhicules à combustion. Alors que la plupart des constructeurs automobiles accusent un déclin considérable des ventes, le patron de Volkswagen s'est fait montrer la porte alors que l'entreprise semble subir les conséquences de problèmes de logiciels à répétition dans sa gamme électrique. Elon Musk a commenté la nouvelle en affirmant que l'approche logicielle est la clé du succès. En effet, Tesla semble être le seul constructeur capable de faire toutes ces mises à jour à distance sans jamais rencontrer de difficultés comme les autres. Parlant de logiciel, une nouvelle mise à jour permet au véhicule d'utiliser les informations de ses caméras pour prédire une collision avant qu'elle ne se produise. En fait, il s'agit d'utiliser le fameux Tesla Vision. Cela permet à l'auto de resserrer les ceintures de sécurité en prévision d'une collision frontale. Tesla a publié les chiffres concernant le FSD Beta et on y apprend que ce sont 36 millions de milles qui ont été parcourus avec ceux qui sont abonnés au service. La directrice de GM, Mary Barra, a affirmé qu'ils vont battre Tesla d'ici 2025 en vendant donc plus de véhicules, globalement plus de véhicules électriques. Une affirmation qui semble farfelue quand on calcule que Tesla connaît une croissance annuelle de plus de 50%. En 2025, ce sont donc 5 millions de véhicules qui devraient être produits par Tesla. En 2022, GM n'a produit que quelques milliers de véhicules. La barre est donc très haute pour arriver à dépasser les 5 millions de véhicules que Tesla prévoit produire dans 3 ans. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des modèles S ou des modèles X avant 2017 avec une version MCU 1. Une mise à jour est enfin disponible. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. La 2022.8.10.1 permet de contrôler l'ampérage de la recharge depuis l'application mobile et donne aussi l'accès aux statistiques de recharge. L'interface dans le véhicule a été harmonisée avec les versions les plus récentes. On y retrouve sensiblement les mêmes icônes, mais sans la fonction évidemment mode Sentinelle qui requiert les 8 caméras périphériques. Une mise à jour des véhicules équipés de la version matérielle 3 permet de mettre en fonction un carillon de feu vert. Pratique lorsque vous êtes arrêté à une lumière et que vous n'êtes pas attentif, un petit gong vous rappelle que le feu vient de passer au vert. Par contre, il faut activer cette fonction dans le menu autopilote après avoir reçu la mise à jour qui est donc la 2022.20. On l'attendait depuis pas mal longtemps, donc le fractionnement ou le split de l'action donc va avoir lieu le 22 août, il va être effectif le 22 août prochain à l'ouverture des marchés. C'est un fractionnement par 3, donc ça signifie que si vous avez une action Tesla actuellement, vous allez en avoir 3. Évidemment, elle va valoir 3 fois moins cher, donc ce qui va revenir au même montant dans votre portfolio, mais ça permet à des nouveaux investisseurs, à des petits investisseurs donc d'acheter des actions Tesla sans devoir débourser le prix actuel d'une action Tesla qui est quand même assez élevé. Et puis ça permet aussi aux employés de Tesla donc qui peuvent exercer leur stock option aussi d'avoir accès à des actions à un prix modéré.
Enfin, si vous êtes pressé d'avoir une modèle Y, certains concessionnaires ont la solution pour vous. Pour 102 995 $ plus taxes, chez Ford d'Eragon, une modèle Y Long Range, intérieur blanc n'attend que vous et votre chéquier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook, Tout Tesla, le groupe Tout Tesla, ou sur Twitter, le compte Tout Tesla. Vous allez avoir toutes les nouvelles en temps réel de tout ce qui se passe dans l'univers Tesla. Merci et à bientôt. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 13 août, de 10h à 17h, c'est l'AVEC à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. C'est à la Caisse des Jardins Témiscamingue sur la rue Sainte-Anne. Kiosque d'information et essais routiers. Samedi, le 13 août, de 10h à 16h, c'est les rendez-vous culturels de Saint-Casimir. C'est au Centre des services des Jardins de Saint-Casimir, boulevard de la Montagne. Encore une fois, kiosque d'information et essais routiers. Dimanche, le 14 août, de 10h30 à 16h30, c'est le spectacle sur la colline au lac Mégantic. C'est à la gare patrimoniale au 5490 rue Comrie à lac Mégantic. Le samedi 20 août, de 10h à 16h, c'est le relais électrique se recharge à la Place Longueuil. C'est au centre d'achat Place Longueuil, 825 rue Saint-Laurent-Ouest à Longueuil, kiosque d'information et essais routiers. Finalement, samedi le 20 août, de 13h à 17h. Prochaine recharge, Deux Montagnes en été 2022. C'est au stationnement de l'atelier mécanique FG, au 1501 Chemin d'Oka à Deux Montagnes. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, Laurent Gigon, Cédric Ingrand, ainsi que Daniel Breton. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Eco, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives-au-pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.